Bonjour à tous, bienvenue à cette seconde édition d'Aérosud. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Riyad Kamoun, président du pôle SAFE, qui organise aujourd'hui cet événement. Et Riyad, à toi. Merci Magali, bonjour à tous. Monsieur le président de région, monsieur le vice-président de la métropole Aix-Marseille et maire d'Istres, mesdames et messieurs les élus, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les officiers généraux et officiers, monsieur le général commandant de l'espace, monsieur le directeur de l'agence d'innovation de défense, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames et messieurs, chers partenaires. Je suis très heureux de vous accueillir à cette seconde édition du Salon Aérosud, le salon des professionnels des filières aéronautiques, spatiales et de défense. En tant que président du pôle SAFE, permettez-moi tout d'abord de vous en dire quelques mots. L'activité du pôle SAFE couvre l'ensemble du domaine industriel, de l'aéronautique, du spatial et de la défense, mais aussi ceux de la sûreté, de la sécurité et de la résilience. Notre mission est non seulement d'accompagner nos membres dans la mise en œuvre de leurs projets innovants, mais il est également de contribuer activement au développement et à la structuration de la filière industrielle et de leur écosystème. Depuis le début de la crise sanitaire, le pôle SAFE s'est fortement mobilisé pour soutenir ses nouveaux adhérents. Membre opérationnel de la cellule régionale aéronautique, aux côtés des services de l'État, de la région, du GIFAS, de l'UIMM, le pôle a accompagné avec succès de nombreuses entreprises, et en particulier des PME, en mobilisant les outils de relance nationale, puis le plan de résilience, désormais France 2030, mais aussi les différents dispositifs d'aide complémentaires en région et sur les territoires. Dans le domaine spatial, SAFE a également mobilisé ses équipes et déployé ses efforts en coordination avec le CNES et la cellule régionale espace pour faire face à l'onde de choc de la crise. Aujourd'hui, notre accompagnement se concentre sur la reprise et la résilience de la filière industrielle face aux nouvelles crises graves auxquelles nous sommes confrontés. Je pense notamment à la crise des composants, des matières premières ou de l'hyperinflation. Comme vous le savez, le pôle SAFE a conçu le Salon Aérosud en partenariat avec Air et Cosmos et a réalisé une première édition en octobre dernier avec le support et le soutien de l'École de l'air et de l'espace et la base aérienne 701. De l'avis de tous, cette première édition fut un beau succès avec plus de 300 participants. J'espère que cette seconde édition, co-organisée avec l'armée de l'air et de l'espace et le pôle aéronautique Jean Saraï, sera aussi un succès. En tout cas, la présence de plus de 32 intervenants, animant 6 tables rondes, de 92 exposants et d'un programme très riche en démonstrations statiques et dynamiques est le témoignage de l'intérêt croissant que vous portez à cet événement. Tous nos remerciements se tournent vers la région Sud, qui soutient depuis notre création et sans qui le Salon Aérosud n'aurait pas vu le jour. Je tiens aussi à remercier la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville d'Istres et bien sûr l'armée de l'air et de l'espace, le colonel Marty, commandant de la base aérienne 125 et le pôle aéronautique Jean Saraï qui nous accueille avec les sociétés Ares et JJGK. Enfin, un grand merci à tous nos partenaires industriels et institutionnels qui nous font confiance et qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Nous vous souhaitons un beau salon, qu'il soit source d'inspiration et riche en opportunités pour votre développement. Je vous remercie. Je donne la parole donc à Monsieur Yann Le Goff pour Air et Cosmos, qui est notre partenaire et organisateur qui nous accompagne dans l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Nous, on est très fiers d'accompagner aujourd'hui le pôle SAFE et en particulier ce salon Aérosud parce que pour nous, il est important, vraiment, je vais dire un terme marketing, mais de réenchanter notre industrie. Nous, on est là pour ça, on est dans la communication. Et ce que l'on peut voir généralement, c'est beaucoup d'inventions. Des inventions, c'est des choses qui sortent de l'esprit de génie, mais qui n'ont pas forcément une application désirée par un client. On va leur apprendre à l'utiliser. On a ensuite des innovations qui sont là, par contre, elles, des associations d'invention généralement, et qui répondent à un cahier des charges. Et puis on a des interfaces entre tout ça,
qui sont parfois compliquées, qui font partie de normes, de choses un petit peu complexes et qui ont tendance un petit peu à rebuter les jeunes générations. Nous, en communication, on veut changer tout ça. C'est pour ça qu'on a lancé du digital, en plus du papier que vous avez eu la chance de pouvoir rattraper aujourd'hui, pour ceux qui étaient en avance. Et puis, effectivement, ça fonctionne. 4 500 000 pages vues. On est très content. On a de la vidéo. On a Xavier Titelman qui vous transmet depuis la Grèce son bonjour. On a toute l'équipe aussi qui est là pour pouvoir justement vous aider à communiquer. Et on est très fiers, encore une fois, d'accompagner. On ne parle pas d'armement, on parle plus de défense, on parle de souveraineté, on parle justement de nouvelle aviation. On aura l'occasion d'en parler durant les conférences. Et encore une fois, on est très fiers d'accompagner toute l'équipe de SAFE et d'Aérosud. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons le colonel Marty, commandant de la base de défense et commandant de la base aérienne 125, co-organisateur de l'événement, que l'on remercie pour sa mobilisation tout au long du montage de cet événement. Bien, Monsieur le Président de Région, Monsieur le maire d'Istres, Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, chers passionnés du monde de l'aéronautique qui remplissez en nombre aujourd'hui ce magnifique espace, j'interviens devant vous en qualité de commandant de la base aérienne d'Istres et donc finalement en tant que co-organisateur de ce salon Aérosud. Bienvenue ici au sein du pôle aéronautique que nous considérons comme notre voisin de cœur de la base aérienne. J'aurais souhaité simplement en quelques secondes évoquer devant vous une petite histoire de rencontre et de trajectoire de rejointe, comme certains membres de l'assistante souhaiteraient les qualifier. La première trajectoire, c'est celle d'une base aérienne. Une base aérienne, la base aérienne d'Istres, récemment dénommée XXL, qui est mise au quotidien au défi de faire cohabiter des activités qui sont réputées incompatibles. Alors ces activités, il y a le domaine de la dissuasion nucléaire. Avec la dissuasion nucléaire, on a aussi le monde des essais, des expérimentations, avec de nombreuses entités qui sont installées sur site. On a 55 entreprises installées sur la base aérienne d'Istres. Des activités de projection des forces et de rapatriement, donc le développement de ce qu'on appelle le hub des armées. Bref, des activités complètes sur tout le spectre du ministère des Armées. Deuxième trajectoire, celle d'une société d'économie mixte dont la métropole d'Aix-Marseille est l'actionnaire majoritaire, le pôle aéronautique, qui définit progressivement, et nous nous en félicitons, un axe principal de développement, celui de la maintenance aéronautique autour d'un petit bijou dans lequel vous êtes. Alors aujourd'hui, cette partie de la journée, on est simplement dans la moitié du hangar Mercure. L'autre moitié nous attend pour la deuxième partie. Et enfin, une troisième trajectoire, celle du pôle de compétitivité SAFE, qui avec Air et Cosmos sont à l'initiative de ce salon. Finalement, aujourd'hui, nous assistons un peu plus qu'à une simple rejointe en plein vol. Ce salon, c'est une des réalisations de partenaires qui sont résolument décidés à soutenir la transformation d'un écosystème. Et c'est notre volonté, transformer cet écosystème et nous, militaires, participer pleinement à la transformation de cet écosystème en pleine synergie avec la politique de nos élus locaux et de notre région PACA. Alors oui, aujourd'hui, grâce à l'énergie d'équipes de civils et militaires entourés de nombreux volontaires, et je vous demanderai de les applaudir, ces nombreux volontaires. Ce salon matérialise le début d'une nouvelle ère dans notre région, une nouvelle ambition aussi, qui tire parti finalement d'entreprises qui sont historiquement installées dans le bassin d'emploi, qui tire parti de l'armée de l'air et de l'espace et des projets portés par ces bases aériennes du Sud, on en a quand même 3. Et enfin, d'outils exceptionnels tels que le site qui nous accueille. Voilà, connaissant maintenant ce contexte, je vous souhaite maintenant une très belle journée en compagnie
encore une fois, d'experts, ça a déjà été dit, mais de très haut niveau. Ayez conscience que nous nous sommes entourés et nous avons le plaisir d'accueillir d'experts de très haut niveau qui, dans chacun des 6 domaines des tables rondes, vont intervenir. Et je vous souhaite une belle journée à la découverte aussi des expositions statiques et dynamiques pour cette deuxième partie. Et je vous souhaite d'effectuer de belles rencontres professionnelles. Merci. Oh, merci beaucoup. Pour le pôle aéronautique Jean Sarail, nous accueillons Monsieur Darazon, conseiller du président du pôle aéro. Merci. Mon cher Riyad, tu disais tout à l'heure que l'objectif du pôle SAFE, c'était la réindustrialisation aéronautique. C'est aussi l'objectif de la région sud, c'est aussi l'objectif de la SEM, et c'est aussi un site industriel, le renouveau de ce site industriel à travers un projet qui est le projet du pôle aéronautique militaire sud de l'Europe, Jean Sarail. Ce site est situé, comme vous le savez, au sein d'une région qui a une vocation aéronautique de défense et qui est la première filière industrielle, l'aéronautique, le spatial et la défense, et au sein naturellement d'un écosystème particulièrement riche. Ce site a une envergure exceptionnelle dans la mesure où il est d'abord mitoyen de la base aérienne 125, naturellement de l'armée de l'air, de cette flotte exceptionnelle de 15, bientôt 16 MRTT qui fait de cette flotte la deuxième flotte française après celle d'Air France, tout avion confondu. À côté, naturellement, de ce hub d'opération de force pour la projection de force, et puis le CEV, le centre d'essai en vol, et celui de la DGA, et celui de Dassault Aviation, sur un site de 33 hectares, dont 4 hectares et demi dédiés aux activités qui nécessitent un accès piste, ce qui est exceptionnel, avec aussi, du fait de la présence de la base, un site particulièrement sécurisé. Ce projet est un projet basé vers le futur, comme on dit, c'est-à-dire à la fois des projets porteurs d'avenir, porteurs d'innovation, cher Emmanuel, porteurs d'emploi, des perspectives pour la jeunesse, avec des nouvelles technologies et des expertises de pointe. Il est, comme vous le voyez, très ramassé, avec un pôle service, un pôle logistique, un pôle MCO, aéronautique militaire, et un pôle innovation, PME, formation et utilité. Et comme vous le voyez, dans cette grande cathédrale, sera dédié au MCO des gros porteurs, à la fois pour le MCO industriel, mais aussi le MCO de l'industriel, de l'armée de l'air, ce qui sera une proposition qui est en cours de réalisation. Vous voyez un peu plus précisément comment c'est organisé. Gros porteur, c'est ici. Il y aura à côté un site pour les hélicoptères et les avions de chasse, toujours le MCO, et puis aussi pour les moyens porteurs. Cet objectif est de soutenir l'activité opérationnelle de la base aérienne et de répondre aux besoins croissants d'Airbus et hélicoptères, dont je salue le directeur général ici présent, et la remise en état, le MCO, de plastrons pour l'entraînement au combat aérien. Il y aura aussi un pôle formation au MCO aéronautique, en particulier en partenariat avec les acteurs étatiques et industriels présents sur le pôle MCO, pour répondre également en partenariat avec l'UIMM, dont le président Éric Trappier, président de Dassault Aviation, était encore ici il y a quelques jours au titre de ces projets de formation, et naturellement avec le GIFAS, et puis répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées, la promotion et la formation étant l'un des poumons de cette politique régionale menée sur la formation. Répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées, un pôle logistique également en appui naturellement des services aéroportuaires, en soutien à la fois aux industriels opérant à proximité et aux activités du hub opérationnel de la BA 125.
Le pôle essai en vol, naturellement, qui est fondamental puisque c'est l'une des poumons de cette ville à travers le centre d'essai en vol de la DGA et celui de Dassault Aviation, avec la présence également de Safran pour tout ce qui est moteur et de Thales pour tout ce qui est des besoins informatiques et télématiques. Ce projet est très intéressant dans la mesure où, comme vous le savez, les centres d'essai en vol vont accueillir, nous l'espérons, les futurs grands projets européens que sont Eurodrone, NGF et SCAF, c'est-à-dire le successeur du Rafale et le successeur de tous les avions combat européens qui sont dans ce programme, et notamment les programmes allemands. Et par conséquent, on voit à quel point cette synergie permettra de développer un certain nombre de capacités et naturellement d'emplois de haute qualité et de haute conception. Un pôle sous-traitance, naturellement, en appui au pôle MCO, logistique, etc. Demain, et nous saluons naturellement ce projet, le projet Stratobus, dans lequel la région s'est tellement investie, et son président d'une façon très particulière, qui, tout à l'heure, sera sans doute développé par le président de TAS. Voilà donc ce projet stratégique qui a été mis en place par une équipe stratégique de haut niveau, à la demande à la fois de la SEM, de la ville et de la région, avec Laurent Collet-Billon, ancien DGA, Jean-Paul Paloméros, ancien patron de l'armée de l'air, Jean-Louis Montel, ancien patron des essais en vol de Dassault, et Alain Falk, ancien patron de ADP, donc une équipe de tête extrêmement importante, aussi en coopération permanente, en plateau en quelque sorte, avec l'armée de l'air et de l'espace et les industriels de défense pour définir l'analyse des besoins à court et moyen terme, et naturellement en synergie, mon colonel, avec la base aérienne et l'ensemble de l'armée de l'air. C'est fait naturellement sur un espace qui n'est pas un espace désertique, ça s'appelle l'ACRO, c'est un espace extrêmement précieux et nous sommes tous conscients qu'il faut le préserver. C'est pour ça qu'une équipe d'ingénierie, d'architectes et de spécialistes de l'écologie a été mise en place pour insérer ce site dans le respect des lois de l'environnement et au contraire qui apporte une certaine richesse. Cela a été fait naturellement en partenariat public long terme, avec un soutien majeur des collectivités territoriales, la ville d'Istres, la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône et bien sûr la région sud qui apporte un soutien et qui participe de ce point de vue-là, auquel le pôle participe à la politique industrielle. Un partenariat privé industriel et financier à travers les industriels de défense de rang 1 et 2, des sous-traitants naturellement, et puis aussi d'investisseurs publics et privés, puisqu'il y aura ici un certain nombre de fonds d'investissement qui sont particulièrement intéressés pour venir investir ici et développer. Donc il n'y a pas que de l'argent public, il y a de l'argent public et de l'argent privé, en complémentarité naturellement qu'avec BITD régional, à travers SAFE et les autres pôles de compétitivité. Notre projet, ici, c'est de créer d'ici 2030 1200 emplois directs de haut niveau. Nous y croyons et je crois que grâce à vous, et grâce à l'ensemble des interlocuteurs qui sont ici présents aujourd'hui, nous allons y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Monsieur Deray, président directeur général de Thales Alenia Space, que je remercie, qui va nous parler d'espace et souveraineté. C'est mieux avec un micro, sinon vous allez entendre plus les oiseaux que moi-même. Monsieur le Président de la région Sud, Monsieur le Vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence et maire d'Istres, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président du pôle de compétitivité SAFE, cher Riyad, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers, Monsieur le général commandant de l'espace, Monsieur le directeur général de l'Agence d'innovation de défense, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer à cet événement majeur pour notre territoire et son rayonnement national. En fait, je pense que c'est une magnifique occasion qui nous est donnée de montrer à quel point la région Sud est un espace d'innovation. Je pense que ça a été bien illustré par Olivier à l'instant avec des projets comme le projet Stratobus. Naturellement, en ce qui me concerne, ce territoire me tient tout particulièrement à cœur car Thales Alenia Space, qui est un acteur majeur du spatial mondial que j'ai l'honneur de diriger, avec ses 8000 collaborateurs présents dans 9 pays européens, bénéficie d'un ancrage très solide dans la région sud. Alors, on a des sites tout particulièrement de très haute technologie avec des implantations
à Cannes, c'est bien connu, mais également à Aix-en-Provence. Et notre site de Cannes, qui regroupe 2100 personnes, est à la fois le siège de la société, mais aussi le plus grand centre d'intégration et de tests de satellites en Europe. Et d'ailleurs, c'est une fabuleuse histoire industrielle et technologique qui a débuté dans les années 20, alors je parle des années 20 du siècle dernier, on est bien d'accord, par la fabrication d'hydravions, d'avions, d'équipements de lanceurs pour arriver à une industrie satellitaire de pointe qui est aujourd'hui tout à fait unique au monde. Alors, la filière spatiale constitue sans aucun doute un socle de compétences exceptionnelles dans la région. Autour de cette activité gravite tout un écosystème qui est constitué de PME, d'ETI, de laboratoires de recherche et d'entreprises de haute technologie qui sont sources d'emplois et comptent parmi les acteurs économiques incontournables de la région. Alors, je ne pensais pas vous parler uniquement de Thales Alenia Space ce matin, mais je voulais vous parler plus particulièrement des enjeux de souveraineté spatiale, qui est un sujet particulièrement important en ce moment. Parce qu'effectivement, dans le contexte géopolitique actuel, et avec un conflit qui est aux portes du continent européen, la souveraineté est un enjeu clé à la fois pour la France et pour l'Europe. Alors j'aborderai ce sujet suivant 3 axes. C'est pas moi. C'est bon. 3 axes. D'abord, du point de vue des capacités. Ensuite, du point de vue industriel et économique. Et enfin, du point de vue de la préparation du futur. Commençons par la souveraineté capacitaire. Et dans ce domaine, c'est un enjeu qui est critique dans le contexte d'un conflit actuel qui est à la fois symétrique et de haute intensité, qui est très nouveau en fait dans le paysage actuel. Cette souveraineté repose notamment sur la maîtrise de systèmes spatiaux, de renseignement, de surveillance, de connectivité et de navigation et de synchronisation. On va commencer par la navigation. La navigation, comme celle de la synchronisation, sont essentielles pour nos systèmes d'armes. Effectivement, on a tout à fait en tête l'importance des systèmes de navigation qui permettent de positionner les amis sur le théâtre d'opération, mais la synchronisation qu'offrent ces systèmes est très importante, car en réalité, nos systèmes d'armes aujourd'hui utilisent les horloges qui sont fournies par ces systèmes de navigation synchronisés entre eux et sont totalement essentiels à la manœuvre. Et dans ce domaine, l'Europe a la chance d'avoir Galileo et son service sécurisé PRS qui offre un niveau de performance qui est supérieur au GPS américain. En ce qui concerne les communications robustes et protégées, elles sont nécessaires pour assurer d'une part le lien entre le centre de commandement localisé à Paris et les théâtres d'opération, mais ces systèmes sont également utilisés pour les échanges à l'intérieur des théâtres d'opération. Alors, de nombreuses forces armées européennes possèdent ces capacités, comme la France, avec Syracuse. On a lancé Syracuse 4A en octobre dernier, et on va lancer 4B un peu plus tard cette année. Et puis, on a des systèmes équivalents en Europe, comme le système SICRAL, par exemple. Dans le domaine du renseignement, les systèmes spatiaux de renseignement sont à la fois les yeux des politiques, du commandement et des forces déployées. Et ils se doivent d'être à la fois précis et réactifs. Et là aussi, on peut dire que la France est au plus haut niveau mondial. On a lancé très récemment CSO 1 et CSO 2, qui, je pense, sont au meilleur niveau mondial, à un niveau équivalent à ce que peuvent proposer les Américains. Et on a l'équivalent dans le domaine des radars avec le système italien qui s'appelle Cosmo SkyMed, qui lui en est à sa 2e génération. Donc en synthèse, la France et l'Europe sont très bien positionnées dans tous ces domaines car elles ont la chance d'avoir de grands industriels maîtres d'œuvre comme Thales Alenia Space et une filière d'équipementiers parmi les meilleurs au monde qui ont la capacité de développer de tels systèmes. Alors j'en viens à mon 2e point. Donc justement, la souveraineté européenne passe justement par une souveraineté industrielle, c'est-à-dire par la capacité à pouvoir concevoir, développer et déployer de manière autonome des systèmes stratégiques. Cette autonomie dans la maîtrise des systèmes spatiaux passe par le maintien en France et en Europe de compétences et d'expertise technique clés. Et pour maintenir et entretenir son autonomie industrielle, la France et l'Europe doivent à la fois mettre en place
des chaînes d'approvisionnement nationales et européennes autonomes, mais également, et c'est très important pour maintenir ces compétences, lancer des grands projets spatiaux opérationnels afin de maintenir les compétences techniques et de ces industriels au tout meilleur niveau mondial. Alors, toutefois, cette ambition, elle nécessite que la France et l'Europe sachent préserver leur souveraineté économique afin d'être en capacité de planifier les investissements afférents de court, moyen et long terme. On ne peut pas nier qu'on est dans un contexte de ressources budgétaires rares. Et donc, de ce point de vue, il est important de capitaliser sur les synergies et les complémentarités qui sont propres au domaine spatial, dans le but d'optimiser les efforts en ressources et en moyens. Alors, quelles sont ces synergies ? Je vois des synergies de deux ordres. D'abord, des synergies dans le mix entre défense et civil, mais aussi dans le mix entre système souverain et système export. Et en fait, le spatial, je dirais historiquement, s'est toujours nourri de ces deux dualités, tout particulièrement pour les principales applications sociétales de l'espace, alors que sont la navigation. La navigation, c'est absolument évident. Hein. Un système comme Galileo est par nature dual, avec des applications militaires et civiles. C'est également vrai dans le domaine de l'observation. Vous savez que Thales Alenia Space est très présent, par exemple, sur le programme Copernicus, qui est un programme d'observation de la Terre à des fins de monitoring de l'environnement. Mais je dirais les mêmes compétences sont utilisées dans le domaine du renseignement militaire, dans le domaine de l'observation de défense. Et puis dans le domaine des télécommunications, c'est assez évident également, avec des satellites de communication civile et des satellites de communication militaire, qui évidemment n'ont pas les mêmes performances, mais s'appuient sur des compétences communes. Et d'ailleurs, j'aime rappeler que le secteur spatial est un contributeur net à la balance commerciale européenne. Le surplus généré par l'industrie spatiale européenne est d'environ 1,5 milliard d'euros par an sur les 10 dernières années. Et ce qu'on sait moins, c'est que ce surplus, finalement, c'est exactement le même chiffre que ce qui est généré par l'industrie américaine spatiale, alors que celle-ci s'appuie et bénéficie d'un marché institutionnel qui est 5 fois supérieur au marché institutionnel européen. Donc vous voyez que l'effet de levier européen est bien meilleur que l'effet de levier américain. Un petit cocorico. Alors je terminerai mon intervention sur la préparation du futur. Le conflit actuellement en cours nous fait réfléchir sur les gaps capacitaires et donc sur les nouveaux besoins. La sécurité dans l'espace, premier nouveau besoin, pouvoir agir depuis l'espace, y accéder, protéger nos moyens et disposer d'une liberté stratégique passe par le développement d'un système européen de surveillance de l'espace, de moyens de protection embarqués sur les satellites stratégiques ou encore de moyens spatiaux permettant des interventions dans l'espace. Donc c'est tout un nouveau champ qui est lié au fait que force est de constater que l'espace est devenu un nouveau domaine de lutte et que, de fait, il faut se préparer et il faut s'organiser autour de ce nouveau domaine de lutte. Deuxième sujet, c'est la navigation sécurisée. Je parlais de la navigation tout à l'heure, et dans ce contexte de conflit de haute intensité, on s'aperçoit que là aussi, il faut se préparer à de nouvelles menaces. Sans dévoiler de secret, sur le théâtre ukrainien, on s'aperçoit que des nouvelles techniques qu'on appelle les techniques de navoirs, c'est-à-dire de brouillage, voire de leurrage des systèmes de navigation, sont mises en œuvre. Vous imaginez, je vous ai expliqué tout à l'heure quelle était notre dépendance à ces systèmes, vous imaginez les conséquences que peuvent avoir ces brouillages ou ces leurrages. Et donc la résilience des signaux Galileo, dont le signal PRS, la détection et la localisation de ces brouilleurs peut être améliorée par le déploiement de petits satellites en orbite basse. C'est ce qu'on appelle le LEO-PNT. En fait, c'est des systèmes de satellites à orbite basse qui vont répliquer le système de navigation, les signaux de navigation qui proviennent de Galileo, avec un plus fort signal et puis la capacité à mieux résister au brouillage. Alors, c'est un domaine dans lequel Thales Alenia Space est tout à fait en pointe. Autre gap capacitaire sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la détection de départ de missiles balistiques. C'est ce qu'on appelle l'alerte avancée. Et là aussi, on a une compétence. Alors, je vous parlais de synergie entre le monde civil et le monde de la défense. Là, la synergie est assez intéressante. Il se trouve qu'on réalise, dans le domaine de la météo, un satellite de 3e génération qui s'appelle Météo Third Generation et qui est un satellite géostationnaire qui a des capteurs infrarouges. Eh bien, ce type de capacité, évidemment avec des performances différentes, peut être utilisé pour l'alerte avancée.
Je termine par les communications sécurisées. C'est justement l'objet du programme EU Connectivity qui est porté par le commissaire Breton et pour lequel Thales Alenia Space, fort de son expérience plus que décennale dans les constellations, saura proposer des solutions compétitives et performantes. Donc en conclusion, vous l'avez compris, nous sommes passionnés, enthousiastes, prêts à relever de nouveaux défis, envisager de nouvelles collaborations pour un monde plus sûr et mieux préservé. Nous continuerons à mettre l'innovation au cœur de nos activités pour protéger nos populations, pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde, pour observer notre planète et en optimiser les ressources, et pour continuer à explorer notre système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Et notre aspiration se résume en 3 mots: Space for Life, l'espace pour la vie. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que ça marche? Oui, merci beaucoup, excusez-moi. Nous accueillons maintenant Monsieur André Anny, secrétaire général d'Airbus Hélicoptère, qui va évoquer avec vous et avec nous la stratégie d'Airbus. Bonjour. Hélicoptère. Monsieur le président de région, monsieur le sous-préfet, allô, monsieur le sous-préfet d'Istres, monsieur le maire d'Istres, représentants des autorités militaires, représentants des élus, mesdames, messieurs, partenaires, fournisseurs, je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce salon. Pour Airbus Hélicoptère, premier employeur de la région, c'est un salon très important. Il permet de montrer nos produits, d'illustrer nos métiers, et c'est aussi un forum d'échange avec tous les acteurs de l'écosystème autour des sujets d'actualité, mais également des sujets du futur. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les représentants de la région qui nous accompagnent tout au long de l'année. Je souhaite vous parler de la stratégie d'Airbus Hélicoptère. Nous avions mis en place une stratégie qui se base sur 3 piliers. Le premier pilier que je souhaite évoquer est la satisfaction client. Cette activité représente aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires et nous savons que nous avons des progrès à faire et que nos clients militaires attendent des efforts dans ce secteur. Nous avons engagé la refonte des contrats de support. Ça a été évoqué ici et cette base joue un rôle clé dans le dispositif puisque nous souhaitons verticaliser le support pour mieux maîtriser la chaîne de valeur bout à bout et pour mieux maîtriser la disponibilité attendue des flottes en service. Les premiers résultats sont au rendez-vous et nous venons d'ailleurs de signer un contrat innovant pour le... Allô? 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 Non? Ah, c'est revenu. Contrat de support innovant pour le NH90 appelé NOS. Cette activité de soutien des 450, environ 450 hélicoptères des forces armées françaises a été regroupée au centre d'un plateau militaire que nous appelons Centre de soutien militaire France, MSCF, et il occupe aujourd'hui plus de 400 personnes à cette tâche. C'est là que nous animons tous nos contrats MCO. Je souhaite ensuite évoquer le deuxième axe, qui est l'innovation et le développement durable. Airbus Hélicoptère est un pionnier de l'aviation du futur. Nous l'avons montré dans le passé, nous allons continuer à nous y attacher. Le dernier exemple, c'est l'hélicoptère H160, dans lequel nous avons beaucoup œuvré pour améliorer la sécurité.
améliorer la performance, mais aussi améliorer l'empreinte durable de cet hélicoptère. C'est en lui une preuve d'innovation puisqu'il incorpore pas moins de 68 nouveaux brevets mis en œuvre dans cet hélicoptère. Nous avons une feuille de route claire pour améliorer l'empreinte de nos hélicoptères. Le programme Racer, projet européen, qui est en cours d'assemblage dans nos usines de Marignane, en est également l'illustration. Avec ce vecteur, nous allons montrer les capacités de vol à haute vitesse, mais nous allons aussi travailler sur l'amélioration et de la réduction de consommation de carburant. Finalement, City Airbus, notre programme de mobilité urbaine, nous permet de développer les technologies de l'électrification, puisque c'est un programme, ou un projet aujourd'hui, qui est 100% en motorisation électrique. L'innovation est définitivement au cœur de notre activité. Je souhaite finalement évoquer le troisième axe, qui est la sécurité et la défense. Là aussi, ça représente 50% de notre activité. Airbus Hélicoptère est un acteur mondial majeur dans ce domaine. Nous sommes aussi premier fournisseur et unique fournisseur des forces armées françaises pour les voilures tournantes. Nous avons pu avancer et renforcer notre position sur ce domaine avec la signature récente des contrats HIL, hélicoptère interarmé léger, donc la version militaire du H-160, la signature de la modernisation de nos hélicoptères d'attaque Tigre, le contrat gendarmerie nationale avec des 160, ou bien les Caracal également signés récemment. Ces contrats nous permettent de développer des technologies clés pour développer les hélicoptères du futur. Technologies clés comme la connectivité, la cybersécurité liée à ça, le man-unmanned teaming, si je l'explique, c'est-à-dire l'opération conjointe d'un drone avec une plateforme habitée, ou bien la furtivité. Ces technologies vont également nous permettre de construire une réponse européenne au programme lancé par l'OTAN. Il y en a un nommé NGRC, ou bien de l'Union européenne avec le NGRT. Pour préparer le futur, il est également nécessaire de constituer une filière de développement et d'assemblage de drones à voilure tournante. C'est ce que nous faisons avec le programme BSR 700. Ce programme est particulièrement ancré dans cette région sud, puisque nous y travaillons avec nos partenaires Gambal et Naval Group. Des essais concluants ont été menés récemment et on va continuer cette année. Vous allez en entendre parler, je l'espère. Et ce programme doit pouvoir fournir dans le futur une plateforme tactique multimission pour la Marine nationale. Avec ce programme, nous développons également des technologies clés pour le combat aérien de demain. Nous espérons donc que ce programme puisse se poursuivre comme initialement imaginé. Les enjeux sont importants pour nous, pour la région, et je dirais même pour la défense nationale. En résumé, les perspectives sont bonnes. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'innovations, des enjeux majeurs. Et d'ailleurs, nous embauchons, nous avons 400 postes à pourvoir dans la région, mais aussi à Paris-le-Bourget. Et nous attendons aussi des retombées positives pour nos partenaires dans tous ces projets. Il y a d'ailleurs d'autres façons de contribuer au tissu économique local. Nous avons fêté
la semaine passée les 25 ans d'Airbus Développement. Airbus Développement, qui est une branche du groupe Airbus, a permis d'accompagner 1500 sociétés dans leur développement, a permis de contribuer à la création de plus de 19 000 emplois en attribuant des prêts à taux zéro. La semaine dernière, 20 startups et PME étaient là pour témoigner de l'aide apportée par Airbus. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que des sociétés du secteur aéronautique. Et nous pensons que néanmoins, ils contribuent à dynamiser le tissu local afin de continuer à créer un écosystème riche. Merci à tous et bon salon. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent Monsieur Bernardini, maire de la ville d'Istres, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, représentant Madame Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, et président du pôle aéronautique Jean Sarail. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ça. Bravo.
chose, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Il y a effectivement que l'intuition, qu'après l'action qui vient traduire cette intuition, puisse effectivement générer des résultats. Et pour autant, il fallait mesurer un petit peu notre propre limite. Je veux d'ailleurs faire une parenthèse sur la politique. Si j'ai été l'un des rares, très rares, puisqu'à l'époque nous étions deux, pour effectivement être partenaire de l'avènement de la métropole, puisqu'à l'époque c'était un sujet d'opposition, c'est parce que je me suis bien dit, au-delà de ma propre philosophie personnelle qui remonte à des études spatiales sur une notion beaucoup plus large que sa propre ville, c'est simplement de se dire que face ou avec ses intentions, avec la volonté d'aller loin, il ne faut pas imaginer qu'on y arrive seul. Et l'institution de la métropole a été le premier facteur de soutien. Je remercie la présidente Vassal qui l'a continué, et j'en remercie d'autant plus qu'elle m'a nommé comme vice-président chargé des problèmes industriels, notamment l'aéronautique en particulier. Après, il faut effectivement les gens qui ont la capacité. Et j'ai été heureux qu'Olivier Darazon puisse me rejoindre. Nous qui avons eu des sentiers politiques sensiblement différents, on peut dire carrément opposés. Sur le même terrain géographique, ça fait un peu sauvage. Mais des hommes intelligents, je pense surtout à toi, se retrouvent toujours, surtout lorsqu'ils sont animés du sens public, et qu'en plus, le sens public se trouve chauvinement sur ses propres terres. Et c'est dans cet amalgame que nous avons pu effectivement traduire nos intentions en action. Il s'est entouré des meilleurs. Le Graal, dit-on, effectivement, force de vous rencontrer, d'échanger à travers visio ou à travers d'autres contacts plus précis, j'ai pu mesurer comment le général Paloméros, comme Guignon, comme M. Montel, étaient des gens précieux, autant sur le côté stratégique que sur le côté relationnel. Merci de nous avoir donné cet enthousiasme, du moins d'avoir permis cet enthousiasme de se retrouver sur des bases possibles. Et puis, après, il y a effectivement ce qui vous porte, ce qui effectivement vous permettent de vraiment d'aller plus loin que les intentions, les actions de présentation, ceux qui sont co-auteurs, coproducteurs d'une situation. Et là, je veux remercier avec mesdames force le président du conseil régional, Renaud Muselier, qui nous a apporté une aide considérable et qui est prêt encore à continuer. Donc vous voyez bien, mesdames et messieurs, que tout cela est le résultat d'une certaine degré d'anticipation, finalement, qui n'est pas pour autant mal apprécié, et qui après se retrouve avec un concert de possibilités, de situations d'hommes qui viennent effectivement porter leur qualité, leur expertise à ce magnifique projet. Aujourd'hui, ce salon, et je remercie le président de SAFE qui a pu organiser avec Colin Marty ainsi que notre SEM du pôle aéronautique cette manifestation. Car on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années, lorsque on se demandait s'il allait faire quelque chose de cet endroit, qu'on pourrait effectivement le retrouver sous cette forme de présentation qui montre à la fois notre puissance du moment, mais surtout nos intentions d'avenir. Je remercie tout le monde de l'avoir bien perçu. J'espère que les visites, les rencontres, les discussions
qui seront vécues aujourd'hui pourront vous permettre de devenir des partenaires dans sa filière aéronautique et en tout cas les ambassadeurs du pôle Jean Sarail. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Renaud Mouzelier, président de la région. Monsieur Bernardini. Bon, on le fera. Excusez-nous. Non, vous pouvez rester là. On va profiter. On va remettre. Vous allez remettre le prix ensemble. Il y en a deux. Vous avez 2 prix à remettre au nom de. Oui, merci. Alors, bonjour Président de la Région, bonjour Monsieur le maire d'Istres. Donc, le pôle Jean Sarail, ça marche. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour développer vos innovations, vos affaires. Provence Promotion, l'agence d'attractivité de la métropole et de la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence, vend ce pôle en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, Président de Région, maire d'Istres, vont célébrer l'arrivée de 2 entreprises qui accueillent d'ailleurs le salon. Donc, j'appelle les dirigeants de JJGK Aéro et d'Ares à se joindre sur la scène. Alors, Ares occupe 6 000 m² du hangar et JJGK 11 000 m². Alors, vous avez tous les deux investi ces derniers mois ce site assez emblématique dans 2 secteurs assez différents. Alors, Ares, c'est la fusion d'une entreprise nîmoise et d'une entreprise de Valence, et vous avez fait le choix donc d'investir ici sur le pôle aéronautique d'Istres. Alors Olivier de Cernon, directeur général d'Ares, a vu dans le hangar Mercure un site exceptionnel, notamment pour les relations qu'il ouvre avec l'armée de l'air, et je salue le commandant de la base aérienne dont je sais qu'il est très ouvert à la relation avec les entreprises, alors notamment avec le domaine de la simulation et de la maintenance d'appareils. Alors vous allez nous en dire un peu plus et nous dire ce que vous faites ici. Merci. Alors le mot simulation n'est pas tout à fait exact. On propose des solutions innovantes d'entraînement en mettant à disposition à l'heure de vol nos avions de combat, dont vous pourrez en observer un en expo statique à côté de notre stand. Et on joue le rôle du... Alors, en langue française, on parle de plastron, mais comme ce métier est très connu outre-Atlantique, on parle surtout de raider ou d'agresseur. Et on propose donc une solution innovante permettant l'entraînement, alors pas tout à fait en domaine de simulation, parce qu'on est plutôt dans le domaine réaliste. C'est un complément de la simulation qui permet aux forces aériennes de pouvoir s'entraîner en interceptant ou les opérateurs radars également de nous intercepter. Voilà. J'aurai la joie évidemment pour faire court, j'aurai la joie de vous recevoir sur notre stand pour échanger plus en détail sur notre métier et sur la société Ares. Et effectivement, comme on est exploitant d'aéronefs, on développe aussi à Istres, qui est une base stratégique. On développe notre activité de maintenance aéronautique spécialisée dans l'aviation de combat. Merci beaucoup. Avec une photo, président. C'est lui qui le remet. Allez, c'est moi qui le remets. Ah, c'est moi qui le remets. JJGK. Donc JJGK, dont les initiales rassemblent en fait les initiales des enfants des fondateurs. Je crois que c'est une anecdote véridique. Donc vous avez été fondé il y a quelques mois, mais vous avez déjà un carnet de commandes prometteur. Et vous avez fait le choix donc du pôle Jean Sarail, du pôle aéronautique d'Istres, en hésitant avec Dijon. Donc il y a toujours de la concurrence, bien sûr, c'est ce qui fait bouger les choses. Et donc ce choix, vous l'avez fait notamment
parce qu'il y a une bonne connexion avec le port de Marseille-Fos, puisque les hélicoptères utilisent évidemment les conteneurs. Et puis, bien sûr, parce que vous avez un partenaire clé immédiatement à côté, qui est Airbus Hélicoptère. Alors, vous allez nous raconter cette aventure qui vous a conduit ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Michel Hogan, JGK Aero. Au nom de mes partenaires et tous les personnels de JGK, nous sommes ravis de vous accueillir dans nos installations. Alors, JGK Aero est une entreprise qui fait de la maintenance sur l'hélicoptère avec une prédilection sur la famille Super Puma et entre autres le H225 de chez Airbus. Actuellement, nous avons un contrat de sous-traitance avec Airbus qui est installé tout au fond du hangar pour le contrat France 2 sur les caracals de l'armée française, sur lesquels on opère des GV, c'est-à-dire une grande visite où la machine est complètement mise à nu. L'avantage et la raison pour laquelle nous sommes installés à Istres, déjà c'est ce hangar majestueux qui nous permet aussi d'accueillir ces machines qui sont quand même dans des tailles très importantes. La proximité de la base 125 et tous ces personnels qui nous ont et qui nous aident tous les jours à ce que les choses avancent dans le sens qu'il nous faut et qui nous va bien. Alors, brièvement, JGK Aero, c'est donc une entreprise qui fait de la maintenance. Nous proposons à tous nos clients, entre autres Airbus, de pouvoir réaliser la totalité d'une GV sur place. C'est-à-dire que nous avons investi dans une cabine de peinture qui nous permet d'accueillir la totalité de la gamme des hélicoptères Airbus. Et ainsi, ça évite l'externalisation des travaux et ça permet de mieux gérer un chantier qui est une GV qui peut... Parce que même si les Super Puma et 225 représentent une famille, mais à savoir que chaque hélicoptère est vraiment particulier et que ces particularités doivent être traitées le plus rapidement possible pour respecter un cahier des charges et la délivrance de la machine en temps et en heure. Alors moi, je voudrais remercier déjà vous, Provence Promotion, de nous avoir présenté initialement ces hangars. Monsieur le maire d'Istres, de nous avoir soutenus, de nous soutenir encore. Remercier aussi le département, la région, monsieur Méziolier, merci. Remercier Airbus Hélicoptère de produire des machines aussi extraordinaires. En tant que pilote, je peux vous dire que ce sont les meilleures machines au monde et ce n'est pas du chauvinisme. Remercier la base 125 à nouveau pour toute votre aide précieuse. Je voudrais aussi remercier les gens d'Airbus MSF qui sont à quelques encablures de nous, qui travaillent actuellement, qui sont sur une visite d'un caracal pour le délivrer le plus rapidement possible aux forces françaises. Je voudrais aussi profiter de remercier la totalité des personnels de JGK Aero. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre 30e salarié, Anne Christeline, qui nous rejoint aujourd'hui. Donc on approche à peu près les 2,5% de l'objectif des 1200 proposés. Et j'espère que d'ici 2030, nous serons à peu près à 10%. Merci à vous. La photo. Merci beaucoup. Merci à JGK et à RS de nous accueillir aujourd'hui. Et je donne la parole à notre président de région, président de la région. Alors, on refait une petite photo. Bien, bien. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je salue bien sûr monsieur le sous-préfet. Merci pour votre accueil. On travaille tous les jours ensemble sur des dossiers différents. Mais c'est passionnant. Je salue bien sûr mon ami le maire d'Istres, monsieur Bernardini, qui a montré sa vision, son organisation et qui nous accueille aujourd'hui ici. Il a bien fait d'anticiper tout ça. Je veux saluer Philippe Adam, mon général commandant du commandement de l'espace de l'armée de l'air. Merci pour votre présence, ainsi que le général d'armée aérienne, M. Paloméros.
Votre présence nous honore et c'est très important que vous soyez là. Ça me permet de féliciter, avant son départ, le colonel Marty, en saluant l'arrivée d'Anne-Laure Michel. Un colonel remplace une colonelle. Non, une colonelle remplace un colonel. Et en tout cas, bienvenue ici, sur ce territoire auquel nous sommes parfaitement et tout particulièrement attachés. Je salue bien sûr tous les industriels ici présents, mais j'y reviendrai, ainsi que les élus régionaux avec qui j'ai l'honneur de présider cette région depuis près d'1 an. Quelle est la logique qui nous anime à la région? Vous parlez tous de stratégie, je vais revenir sur la mienne. Nous avons été élus l'an dernier dans une situation difficile. Nous sommes élus pour jusqu'en 2028, ce qui nous donne la capacité d'avoir 2 présidentielles, 2 ou 3 législatives, une sénatoriale, une européenne, une municipale, sans avoir de turbulence dans la maison. Ça donne une visibilité politique et qui nous donne une stabilité intéressante et qui nous permet de se doter de moyens et de stratégies en fonction des différents domaines qui font la spécificité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud. En ce qui concerne tout le volet militaire, nous sommes la première région militaire de France, avec en termes d'effectifs 47 000 personnes civiles et militaires. Nous sommes la première région française en termes d'occupation du territoire bâti et non bâti du ministère des Armées. Toulon est la première base navale d'Europe et de projection Méditerranée. En ce qui concerne l'air, Istres, Salon, Orange, sans oublier les sites comme la Bande, Ayer, l'AIA de Cuers ou la Latte au Canet des Morts. À Istres, bien sûr, la BA 125 et aujourd'hui le hub des armées, avec la piste d'essai la plus longue d'Europe, des équipements de test à la pointe de technologie et l'école du personnel navigant d'essai et de réception, l'EPNER, au rayonnement international. Salon de Provence forme tous les officiers de l'armée de l'air et des espaces, les commissaires des armées et abrite la patrouille de France, mais aussi l'armée de terre, avec notamment la présence du 4e régiment des chasseurs alpins de Gap, qui est aujourd'hui d'ailleurs en Ukraine ou à côté, du plus ancien des régiments de la Légion étrangère à Aubagne, qui est le premier régiment étranger, et bien sûr Canjuers, qui est connu et qui aujourd'hui permet de former les Ukrainiens sur le matériel militaire français en préparation. Donc nous avons à partir de là une stratégie industrielle et de développement territorial. Nous avons multiplié par 2,5 avec le précédent gouvernement notre contrat de plan État-région pour l'aménagement du territoire et nous sommes passés de 300 millions d'euros à 5 milliards d'euros et nous visons 10 milliards d'euros de fonds européens. Nous sommes la première région française en termes de captation des fonds européens. Voilà les moyens que nous nous sommes fixés, les axes que nous voulons mettre en avant, sachant que cette région qui cumule tous les atouts est la première filière industrielle régionale entre l'aéronautique et le spatial, et le 4e pôle français. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à Istres, au pôle Jean Serrail. C'est une stratégie qui a été engagée par la région depuis 2 ans maintenant avec ce volet. Aérosud, je tenais tout particulièrement à être présent. Et si parfois j'ai un peu de mal à respirer, ne vous étonnez pas, parce que j'ai 5 côtes cassées. Donc j'ai un peu de mal. Mais pour autant, je souhaitais absolument être présent ici à côté du maire d'Istres et de vous tous pour rappeler que cette semaine, nous avons cette semaine avec l'Aérosud le coup d'envoi d'une semaine dédiée à la promotion de l'économie de défense de la région. Mercredi et jeudi seront les temps forts à Toulon autour des sujets de la mobilisation du Fonds européen de défense, des rencontres entre les PME et donneurs d'ordre autour des techniques navales, de démonstrations pour mettre en lumière les innovations technologiques liées à l'intelligence embarquée et aux drones maritimes. Et vendredi, enfin, sera dédié au sujet de cyberdéfense et de cyber-résilience. Cette première journée, donc, est à dominante aérienne. La filière aéronautique et spatiale est une filière d'excellence française. Compétences, extrême structuration, compétitivité. Elle bénéficie en amont de la filière d'une recherche particulièrement en pointe. Et donc, nous avons, au lendemain de la crise sanitaire, nous traversons aujourd'hui des défis qui nécessitent un engagement très fort sur la forte dépendance à l'export et une concurrence internationale débridée, la remise en cause environnementale de ce secteur et sa nécessaire décarbonation, et l'indispensable travail sur l'attractivité des métiers. Tous ces défis, vous trouverez la région à vos côtés, vous l'avez souligné les uns et les autres, depuis le début que mon élection, il y a près de 3 ans,
nous mettons le paquet sur la totalité de ces filières, à tous les niveaux de la filière, de façon à être dans cette compétition interrégionale aussi. Dans une situation où, si vous avez le choix entre Dijon et Marseille ou Istres, n'hésitez pas, merci aux Dijonnais, mais avec mon ami Rousset, président de Nouvelle-Aquitaine, j'ai pu voir à quel point la compétition est excessivement forte entre nos différentes régions. Et après m'avoir piqué un dossier, c'est moi qui lui pique les siens maintenant. Et donc, cette compétition-là est importante. Et votre écosystème est absolument indispensable. C'est le seul moyen de faire en sorte que la vision qui a eu lieu par le monsieur Dassault à l'époque et l'action du maire d'Istres ici puisse faire en sorte que quand on met tout ce que je vous ai cité tout à l'heure bout à bout, on a un écosystème redoutablement efficace et tout à fait performant. D'autre part, le président Emmanuel Macron l'avait souligné lors de son allocution à Eurosatory, la France est entrée dans une économie de guerre et nous avons besoin d'une industrie de défense européenne beaucoup plus forte. Il faut donc sortir de certaines dépendances qui se sont installées. Nous avons bien sûr changé de paradigme. L'Union européenne ne peut se contenter de la valse hésitation entre les rêves d'autonomie stratégique et le relatif confort d'un OTAN en pleine remise en question. La menace russe et ses illustrations ukrainiennes ont poussé l'Europe et ses États à une redéfinition des priorités et des budgets. Alors à nous ici en région sud, au service de notre pays, de nous mettre en ordre de marche pour ainsi capter une partie des augmentations annoncées du budget du ministère des Armées qui devrait culminer à 50 milliards d'euros. Monsieur Darazon, avec qui je travaille la main dans la main et en qui nous avons toute confiance, avec monsieur le maire d'Istres, fait le lien notamment avec le nouveau ministère de la Défense, monsieur Le Cornu, qui est un ami personnel et qui suivra nos dossiers avec beaucoup d'attention. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, quel est le volet industriel? Filière industrielle et technologique qui est historique dans le Sud, avec un vecteur d'innovation. Nous avons 40% des entreprises qui sont centrées sur une activité de recherche et développement, avec 1700 chercheurs dans 40 laboratoires, 13 écoles d'ingénieurs et 16 IUT. On ne parle pas de rien. On a des cerveaux. 4 pôles de compétitivité associés, SAFE, 450 membres, qui a une démarche très proche de la région, et je tiens à vous remercier pour votre action et cette organisation. Mer Méditerranée, avec 410 membres, et Optitech, 200 membres. Solutions communicantes sécurisées, SCS, pour la structuration des filières. C'est un vecteur d'emploi. De quoi on parle? Plus 35 000 emplois, dont 17 000 exclusivement dédiés, et un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros. Voilà les grands enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur cette filière tout particulièrement. En ce qui concerne les entreprises, je salue bien sûr mes amis d'Airbus, ici présents, la filière se concentre autour de deux grands donneurs d'ordre. Airbus Hélicoptère et Thales Alenia Space, implantés respectivement à Marignane et à Cannes, auxquels nous pouvons ajouter Dassault et Safran. Alimentés par un tissu régional, également dense, de TI en croissance, de PME et de TPE, sous-traitantes et start-up, Technofirst, Oxytronic, Coral Industries, 3D Volumique, Editag, plus les deux qui viennent d'être aujourd'hui honorés. Donc ça nous fait une vivacité, un vivier, une évolution tout à fait fantastique. Un environnement propice. Nous avons 2 aéroports de rayonnement international, Nice-Côte d'Azur et Marseille-Provence. Le premier pôle national de tests, d'essais, de simulation multi-environnement drone. Des implantations militaires, bien sûr, un campus des métiers de qualification, une plateforme régionale d'accélération. La région donc se mobilise à tous les niveaux, l'implantation, le développement, les manifestations, les regroupements, l'industrie et bien sûr la formation. Nous avons, dans le soutien de la région, la cellule régionale aéronautique qui a été mise en place dès 2020 et qui recense les projets susceptibles d'être accompagnés, qui opère une veille sur les risques majeurs, oriente les entreprises vers les dispositifs de financement, dont le plan de reconquête nationale et son volet spécifiquement aéronautique, produire en France des aéronefs bas carbone. Et nous avons une cellule régionale espace animée par le pôle SAFE qui a également été mise en place dès 2022 et qui était opérationnelle. Je demande des dates, des calendriers et des résultats. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est ma formation de médecin qui fait en sorte qu'après le diagnostic, il faut le traitement. Une fois que le traitement est apporté, il faut des résultats. Donc, sinon, perd son temps.
Parallèlement à ça, nous avons mis en place Région Sud Attractivité, qui a soutenu financièrement plus de 20 entreprises de la filière. La région a porté une attention particulière au programme DREAM d'Airbus Hélicoptère pour développer la résilience de l'écosystème aéronautique du site de Marignane. Et le 24 juin, nous votions 800 000 euros d'aide pour le projet Prométhée. Parcours d'industrie du futur, parallèlement à ça, qui a permis un accompagnement supplémentaire et sur mesure pour 18 entreprises. Et nous avons aussi le Club Sud Drone, avec 3 consortiums et 17 entreprises, et le dirigeable Stratobus, où nous avons beaucoup travaillé et nous espérons avoir de bons résultats d'ici la prise en compte avec nos amis pour le 17 juillet. Alors à partir de là, ce soutien avec ses moyens financiers, le Stratobus, le pôle de formation aéronautique, nous travaillons bien sûr avec l'UMM et le GIFAS, fait en sorte que nous développons des moyens financiers à côté, le maintien en condition opérationnelle de la flotte des 15 avions MRTT, que j'appelle de tous mes voeux et qui est un dossier essentiel. Une compétition nationale a été lancée par la précédente ministre des Armées. J'espère qu'elle nous sera favorable. À partir de là, 4 millions d'euros engagés directement sur la dominante air, ici dans Sol Mercure, déjà densifié avec 18 millions d'euros de plan de relance, et nous engageons 10 millions d'euros de contrats en contractualisation globale avec la métropole, de façon à démultiplier les moyens. L'idée, vous l'avez compris, je suis un président de région où, même si je suis en jean, voilà, j'ai 63 ans, j'ai été 2 fois ministre des Affaires étrangères, j'ai la chance d'être président non pas de la PACA, qui n'a aucun sens, c'est la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur, 5 millions d'habitants, un petit pays, qui n'est pas simplement 1000 km de côte avec 320 jours de soleil par an, qui est le terre des festivals, où nous avons le plus grand nombre de festivals d'Europe. Nous sommes une terre militaire, avec des gens qui travaillent, avec des industries, avec un savoir-faire, avec une technologie, et a aujourd'hui la possibilité de se servir de l'Europe et d'avoir des fonds européens pour les démultiplier au service de nos territoires. Donc, je suis une famille de militaires, mon grand-père était amiral, très attentif à l'ordre, je suis un mec de droite, j'aime la discipline, j'aime mon pays, j'aime l'armée, bien sûr, je déteste la guerre, mais néanmoins, il faut savoir être capable de faire la guerre pour avoir la paix. Nous avons des forces d'intervention qui sont, et je tiens à saluer bien sûr les pilotes qui sont ici présents, qui sont en surveillance permanente à nos frontières européennes ou françaises, avec une capacité d'intervention. Nous avons nos chasseurs alpins de Gap qui sont partis justement à la limite de la Biélorussie. Nous avons une capacité de développement ici. Nous héritons, au-delà des oiseaux qui chantent, de bâtiments, de structures qui ont été pensées par nos aînés, qui sont tout à fait exceptionnelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle, globalement, tous ceux qui sont intervenus avant ont salué, remercié la région, les élus qui m'accompagnent dans le cadre des soutiens que nous portons sur la totalité de la filière. Et cet écosystème, notamment ici avec cette deuxième manifestation, et nous ferons en sorte qu'elle se densifie toutes les années un peu plus, donne une stratégie d'écosystème avec un développement où chacun, dans le cadre de sa qualité de vie personnelle ou de ses salariés, de sa capacité de recherche avec ses outils hyper performants, puisse ici, dans cette région, se développer au mieux. Donc merci bien sûr à nos aînés, Thales, Airbus, ceux qui ont fait ces grands fleurons de la vie ici, mais on a un Naval Group, on a des équipes, on a un savoir-faire, on a des énergies, et donc nous bénéficions de tous ces talents, et j'espère, en tant que président de région, avec la chance et l'honneur qui m'a été fait dans le cadre du mandat qui m'a été confié par la population, de faire en sorte que ce système, cet écosystème puisse se développer et se renforcer dans les années à venir. En tout cas, vous pouvez compter sur ma totale détermination vis-à-vis de votre monde très spécifique qui est tout à fait unique. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent Monsieur Passeriot, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, qui représente le préfet à la demande du ministre des Armées. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire vice-président, Mesdames les élus, Messieurs les élus, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, et notamment commandant
colonel commandant la base aérienne 125, monsieur le directeur de l'Agence de l'innovation de la défense, monsieur le représentant de l'Agence européenne de défense, monsieur le président du pôle SAFE qui nous recevait, mesdames, messieurs les industriels et cadres des entreprises engagées dans cette filière aéronautique, vous l'avez dit, la région Sud est une région de pointe avec 249 entreprises dans la filière aéronautique et spatiale, avec 17 000 salariés dans ce secteur. Et à l'intérieur, il faut le dire, et c'est très important, et c'est pour ça que vous êtes si nombreux aujourd'hui, plus de 60% de ces salariés, donc de cette force, qui est concentrée dans l'espace Étang de Berre, Istres. 60% de ces 17 000 salariés. Si on y ajoute et si on cumule avec la puissance montante, émergente et maintenant assise de la base aérienne, avec son triptyque missile stratégique et force de projection aujourd'hui multi-usages, on voit bien que l'ensemble réuni représente une force de frappe industrielle, technologique et de savoir-faire ici concentrée sur quelques kilomètres considérable. Avec la DGA, Dassault, la 10 Safran, Thales et toute la puissance qui se lie à la présence de ce pôle majeur interarmé de la défense nationale. C'est donc nullement par hasard que nous nous retrouvons dès la deuxième édition de ce salon, si nombreux aujourd'hui à partager ce moment d'élan. Mais il y a toujours des mais, il faut les surmonter. Cette puissance, c'est 4-5 entreprises, c'est très concentré. Airbus Hélicoptère, environ 8 000, Thales Alenia à Cannes vers 2 000. Donc, vous voyez que sur ces 17 000, c'est déjà ces deux pôles représentent 10 000. Beaucoup, 6 sur 10 salariés dans la construction. Et PACA n'est encore, malgré cette puissance et cette force, qu'au 5e rang, je dis encore parce que le président du conseil régional, il met une telle énergie que les choses évoluent très vite, au 5e rang des régions françaises, assez loin encore derrière l'Île-de-France, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, avec 0,9% de moyenne de salariés dans ce secteur, donc au niveau de la moyenne française. Mais aussi les PME, hors les micro-entreprises, sont encore, je dis une fois, sous-représentées. 36% des établissements, et c'est la contrepartie évidemment de cette puissance de navires amiraux de l'industrie dans ce domaine. 36% des établissements qui sont des PME, 16 points en dessous de la moyenne nationale dans ce domaine en termes de tissus de micro-entreprises dans l'aéronautique, avec évidemment l'architecture, l'informatique qui sont importants. C'est pourquoi ce salon et ces initiatives manifestent une volonté extrêmement forte sur deux plans. Celui de faire de cette région, à travers notamment ce site et cet arrondissement, et sur l'appui de cette puissance de la base aérienne, puissance intellectuelle, puissance de savoir-faire, puissance de projection, une région qui se concentre dans ce secteur sur un levier fort de développement aéronautique, et deuxièmement, de diffuser, d'essaimer tout un écosystème, comme vous l'avez dit, colonel, autour de ce pôle de concentration ici dans ce secteur. Et se réunit autour de cette volonté, de manière merveilleusement alignée et efficace, la région, la métropole, la ville d'Istres qui prend tous ses risques en la matière et l'ensemble des industriels pour aller dans cette direction. Deux directions donc, conforter ce pôle fort, conforter ce pôle émergent ici, autour de la base aérienne et de ce secteur d'Istres et de l'étang de Berre. Le préfet de région, qui n'a pu être présent aujourd'hui, m'a demandé de transmettre le message en direction du maire d'Istres, en direction de vous tous, de l'État, pour vous dire, à la fois avec l'appui et la volonté du ministre des Armées,
que ce pôle aéronautique est réellement une priorité pour la politique de l'État dans cette région et que le préfet de région s'en fait l'ardent défenseur. Bien sûr, les contraintes sont nombreuses, les difficultés nombreuses, mais l'équipe qui s'est constituée aujourd'hui a décidé de les relever et le ministre des Armées a demandé, et hier soir le message est encore revenu avec insistance, Monsieur le Président de région, d'envoyer un message personnel à votre invitation à venir ici, à vous dire que le ministre des Armées est vraiment extrêmement attentif aux actions que vous conduisez pour créer cette symbiose entre les armées, l'aéronautique ici, au pôle d'Istres. Autour de 3 leviers, une légitime prétention à être un pôle très fort de maintenance, qui est en discussion et sur lequel la métropole, la ville d'Istres ont pris des initiatives courageuses et qui sont un pari exceptionnel en termes de réussite potentielle. Deuxièmement, l'essaimage des centres de recherche, SCAF, souhaitons-le, ou dans tous les cas, avions du futur. Et le troisième pôle, les stratobus, est à l'est, dont il faut mesurer la puissance potentielle en termes d'emploi, d'innovation et d'initiative, et à quel point elle pourrait remodeler cette région. Et le tout se fait dans une atmosphère où il s'agit de féconder les différents secteurs avec un volontarisme très fort. Je salue au passage ce matin l'annonce de la délégation à la métropole comme vice-président à l'industrie, l'aéronautique et le pôle pétrochimique de monsieur le maire d'Istres, monsieur François Bernardini, quand on connaît sa vision stratégique et sa volonté tenace, on se dit que nous avons là un atout. Depuis ce matin, vous avez là un atout considérable pour la consolidation de ces projets extrêmement ambitieux, ici et maintenant, à Istres, au pôle aéronautique. Et à côté de cette concentration en termes de pôle, essaimer, élargir, se placer en filière. J'étais la semaine dernière avec Airbus Développement pour saluer leurs 25 ans en visite des entreprises que, avec les crédits de conversion dont l'État a la charge, Airbus Développement essaime avec ses propres fonds propres. Et on voyait des entreprises situées sur le pôle, notamment de l'Arbois et tout autour de cette région, vraiment d'une qualité exceptionnelle, présagée de futures licornes ici, à partir justement de l'essaimage aéronautique. SAFE, cette merveilleuse agence l'innovation de la défense, qui est un outil exceptionnel et que vous avez su construire avec une rapidité merveilleuse pour en faire un levier fantastique. L'Agence européenne de défense. Nous avons tous les ingrédients ici pour créer cet écosystème et le faire prospérer dans des délais très forts. Cette volonté, elle est manifestée par l'urgence et c'est plusieurs temporalités qui se superposent ici. À côté de nous ici, de cette base aérienne, décollent des avions qui assurent la logistique vers les zones autour de l'Ukraine, qui assurent le ravitaillement des vols, qui assurent des missions de reconnaissance aérienne. Et en même temps, il faut construire ici déjà, avec les enseignements de cette guerre, tous les leviers d'une défense aérienne du futur, dont ce pôle pourrait être le prémonitoire levier. Europe, État, région. Monsieur le Président, vous avez manifesté la volonté de travailler avec la défense. Je pense qu'il faut bien considérer aujourd'hui que les régions qui sont volontaires pour le faire peuvent et doivent devenir des véritables partenaires de l'ingénierie de défense et donc de la souveraineté nationale. Et ce qui se dessine ici, grâce à la volonté du président du Conseil régional, c'est ce qui se dessine ici avec la volonté de l'État de la rencontrer et de la partager. C'est nouveau. Ce n'est pas une chose classique que de voir se construire une nouvelle configuration dans laquelle, au fond, cette défense se densifie dans ces tissus régionaux et ces tissus locaux et prend racine sur les territoires. Mais les temps qui viennent seront forcément des temps de la solidité et de l'enracinement pour être fort et résistant. Et ce pôle, je suis sûr, va y concourir avec une grande vigueur.
Merci beaucoup. Nous accueillons, avant de lancer notre série de tables rondes, le directeur de l'Agence d'innovation de défense, Emmanuel Kiva, qui va nous faire une note sur l'innovation de défense. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis parisien, donc je vais faire de la conduite parisienne et je vais couper dans les virages. Donc, mesdames et messieurs, on va en rang, grade et qualité. Et puis, chers amis, parce que j'en vois beaucoup dans la salle, on m'a demandé de vous parler un petit peu d'innovation de défense. Et donc, je vais essayer pendant ces quelques dizaines de minutes de vous persuader que l'innovation de défense, c'est un impératif. C'est une impérieuse nécessité, que malgré le devoir de gérer les crises que nous connaissons aujourd'hui, il ne faut pas sacrifier la préparation de l'avenir. Et alors pour ce faire, et pour imager un peu mon propos, j'ai décidé de prendre le prétexte de cet insigne que vous voyez là, qui est notre insigne de tradition, homologué par le service historique de la Défense, que je vais décomposer pour vous, ce qui me permettra d'expliquer les différentes missions et les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Et pour commencer, vous voyez que la forme de cet insigne est une forme de bouclier. Donc le bouclier, il symbolise la défense. Je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation, une impérieuse nécessité. Nous rentrons dans une nouvelle ère, une ère où nous avons des surprises stratégiques, retour des États-puissances, des chocs pandémiques, de nouvelles formes de conflictualité. Alors on connaissait la terre, la mer, l'air, on connaît maintenant l'espace, avec toute la complexité qu'il y a à pouvoir surveiller ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et je salue le général Adam, qui, je pense, porte le titre le plus stylé de l'ensemble du ministère des Armées, commandant de l'espace, hein, c'est pas rien. Voilà. On est tous jaloux. Et puis, il se passe véritablement des choses au-dessus de nos têtes et on voit bien qu'il y a quelques nations qui ont mis des objets en l'air qui n'ont pas que des sentiments amicaux. L'espace, évidemment les fonds des mers, avec la nécessité de protéger nos actifs et les structures qui nous permettent de communiquer. Et puis, les champs immatériels également, la lutte contre la manipulation de l'information. On connaissait la cyber. Aujourd'hui, les outils nous permettent de faire croire quasiment n'importe quoi. J'aime bien montrer cette image-là. Vous voyez deux visages. Généralement, je pose la question, est-ce que c'est celui de droite ou de gauche qui est un visage humain? Je vais aller vite. Il n'y a pas de visage humain ici. Ces personnes n'existent pas. Elles ont été générées par réseau de neurones. C'est une technique qu'on appelle le deepfake et c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup aujourd'hui si l'on souhaite lutter contre cette manipulation d'information. Vous vous souvenez qu'au début de l'invasion de l'Ukraine, les Russes avaient hacké les chaînes de télévision et avaient diffusé ce deepfake du président Zelensky, fort heureusement très mal fait, appelant à déposer les armes. Donc de nouveaux espaces de conflictualité qui nous imposent l'innovation, des technologies qui deviennent accessibles et qui accélèrent dans le domaine de l'innovation civile, avec des potentialités et des opportunités très nombreuses. J'aime bien, pour donner un petit peu une vision des nouveaux acteurs qui aujourd'hui s'intéressent au quantique, qui s'intéressent à la biologie, etc. Les budgets de R&D d'acteurs comme Alphabet ou Huawei, c'est des vingtaines de milliards de dollars, à comparer au budget de la défense d'un pays comme Israël, qui est 17 milliards. Donc, on a de bonnes opportunités. On a également des risques, puisqu'une fois que ces technologies sont développées, elles deviennent accessibles et à tous, y compris à nos adversaires. Et puis, de véritables ruptures technologiques. Alors ici, par exemple, le quantique. Il y aura un avant et un après le quantique. Celui qui l'aura avant les autres ne le dira pas forcément. Et donc, cette rupture technologique va se transformer en rupture géostratégique. Donc, face à ces défis, effectivement... Alors oui, je suis au courant qu'on a changé de ministre. Je vous rassure, mais c'est quand même elle qui l'a dit, donc il faut avoir un temps d'avance. Et j'aime bien cette expression, une armée qui innove, c'est une armée qui ne dépose jamais les armes. D'où la création, et j'irai très vite là-dessus, de l'Agence de l'innovation de défense. Cette agence, elle est logée à Ballard, mais vous allez voir qu'il nous arrive de sortir du périphérique. C'est un service à compétence nationale, rattaché au délégué général pour l'armement, mais au service de l'ensemble du ministère. 4 ans d'existence. Et puis à peu près 120 personnes qui viennent de l'ensemble des services, directions et armées du ministère. 100%, c'est une innovation en soi. Nous avons 100% de parité au sein de l'agence. Et puis un budget d'1 milliard d'euros sur la loi de programmation militaire. Donc 1 milliard d'euros par an. Pourquoi faire? Eh bien pour orienter, conduire l'innovation et les dispositifs de soutien, anticiper la surprise stratégique, susciter...
Les projets qu'on appelle d'innovation participative, c'est-à-dire les projets qui viennent de l'intérieur du ministère, donc des utilisateurs qui ont rencontré un problème, trouver une solution et qu'on va pouvoir accélérer, aider, soutenir jusqu'à la mise à disposition de leur innovation pour les utilisateurs. Troisième type de projet, les projets d'accélération d'innovation. J'ai dit on va chercher une technologie dans le civil. On va dialoguer beaucoup et donc on a développé d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler un hub qui est l'Innovation Défense Lab qui se situe en dehors du ministère et qui nous permet d'avoir des interfaces avec le monde civil pour pouvoir rencontrer des startups, faire des challenges, faire des hackathons, mais également pouvoir lancer des appels à projets. Et d'ailleurs ici c'était un appel à projet sur la protection des bases aériennes. Pour vous donner une idée de la volumétrie, je vais passer ça pour... voilà. C'est de l'ordre de 400 projets en ce moment qui sont au stade de l'idée, qui sont gérés par nos services, pour une quinzaine de projets chaque année qui sont effectivement déployés et qui, comme on le dit, passent à l'échelle vis-à-vis de nos utilisateurs. Et puis, ne pas oublier le temps long, ne pas oublier la recherche. Des projets de recherche, nous en soutenons à peu près 300 thèses. Et puis, nous avons des appels à projets pour soutenir des projets de faible maturité technologique. Alors, je n'ai pas résisté quand même au fait de dire, bon, ce n'est pas de l'aéronautique, mais ça montre un petit peu le type de sujet très avant-gardiste que nous pouvons soutenir. Il s'agit de s'intéresser aux brûlés, aux grands brûlés. Les grands brûlés, c'est 10% de nos blessés, c'est 0,5% dans la population générale. Et donc, ce système-là, c'est un système qui vise à imprimer directement de la peau et du cartilage à l'aide d'une encre biologique sur le corps du grand brûlé. Et c'est un système que l'on espère pouvoir déployer rapidement et pouvoir déployer en opération. Donc ces technologies sont duales, elles intéressent à la fois les militaires mais également le monde civil. Et ça, c'est une bonne illustration de l'intérêt qu'il y a à investir très tôt dans des technologies qui autrement ne pourraient pas être soutenues. Et puis, on ne fait pas ça, j'allais dire, tout seul. Donc, on s'appuie sur un réseau. Et bien évidemment, vous, ici, faites partie de ce réseau. Ce réseau, il est constitué par les labs des différentes armées. Il est constitué par les pôles d'expertise de la DGA. Et puis, il est également constitué par tous nos partenaires, dont les pôles de compétitivité, et donc le pôle SAFE, aujourd'hui, avec qui nous allons signer une convention. Ça nous permet de démultiplier notre action, ça nous permet également de pouvoir accélérer et prendre le relais des financements régionaux dès lors que quelque chose doit être accéléré et, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer à l'échelle. Je vais vite parce que on m'a dit que j'avais un temps limité, donc je fais attention. Couche supplémentaire donc, de cet insigne, vous voyez la rose des vents. Alors la rose des vents, elle est là pour l'orientation et le pilotage de l'innovation. En 2019, nous avons commencé et puis nous avons fait deux choses. Rédiger un document d'orientation de l'innovation de défense et puis mettre en place un plan triennal de financement pour avoir une visibilité et savoir quels sont les curseurs que l'on doit activer pour accélérer en fonction des priorités, ralentir le cas échéant, qu'est-ce qu'on peut se permettre d'abandonner, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en coopération, qu'est-ce qu'on doit se permettre de faire seul. Donc ce document a évolué, ça s'appelait le DOID, personne ne s'en souvenait. Donc on appelait ça maintenant le document de référence d'orientation d'innovation de défense. Ça fait droïde et tout le monde s'en souvient. Et donc, une année sur deux, eh bien, nous sortons un document mise à jour majeure et mise à jour mineure. Ce document liste les différentes priorités par domaine d'innovation. Nous sommes organisés avec des responsables de domaine d'innovation et donc des priorités qui font l'objet, par exemple, d'une stratégie ministérielle et qui vont évidemment orienter et influencer cette orientation. 1 milliard, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour tout faire et tout faire au même rythme. Et donc, on se doit de donner des priorités. L'intelligence artificielle, le spatial, le cyber. En 2020, c'était les technologies quantiques, c'était l'énergie, l'hypervélocité, les armes à énergie dirigée ou encore la lutte anti-drone. Et tout ceci doit coexister avec l'ensemble des autres priorités qui ont déjà été décidées. Vous voyez toute la complexité de l'exercice. Donc le nouveau document Droïde sera diffusé, je l'espère, d'ici quelques semaines. Il vous donnera une nouvelle vision de l'orientation de l'innovation de défense. Vous pourrez le trouver directement sur notre site et il intégrera les nouvelles stratégies. Il y a une stratégie climatique, par exemple, mais il y a surtout, cette année, la stratégie ministérielle de maîtrise des grands fonds marins. Faire la guerre à plus de 6000 mètres de profondeur, ce n'est pas évident. Et donc, ça fait partie des priorités d'innovation.
Et puis, la dernière partie de cet insigne, c'est notre animal fétiche. Alors, je ne vais pas faire de sondage parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit c'est un cerf. Non, ce n'est pas un cerf, c'est un lynx. Alors, c'est un lynx parce que le lynx, dans la mythologie, c'est un animal qui voit loin, qui voit au travers du brouillard, évidemment qui va au travers du brouillard de la guerre, hein, si on veut faire du Clausewitz, et qui nous permet d'imaginer au-delà de l'horizon, ce qu'on appelle le besoin militaire prévisible, et de pouvoir engager nos actions dans le long terme. Le ministère des Armées, c'est le ministère du temps long. 3 exemples. Premier exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la recherche. Il y a des choses dont on sait qu'elles prendront 10 ans, et c'est aujourd'hui qu'elles doivent être préparées. Donc, je parlais des grands brûlés. Ce que vous avez ici à gauche, ce sont des plasmas froids. C'est une technologie qui permettrait de réduire la douleur, mais surtout d'éviter la surinfection bactérienne. C'en est au stade de la recherche. Nous avons déjà financé des thèses, des projets. Et donc maintenant, on s'inscrit dans la durée. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 10% de nos blessés, moins de 0,5% dans la population générale. Ça veut dire que si nous ne finançons pas, personne ne le fera. Et donc, nous avons le devoir, là aussi, de pouvoir s'intéresser à ce temps long. De la même manière que si on s'intéresse aux technologies de rupture, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle un gravimètre quantique à atomes froids. Ça vous permet, en gros, de vous situer n'importe où sans avoir besoin de connexion satellitaire, que vous soyez en l'air, dans l'espace ou au fond des mers. Eh bien, cet appareil-là, qui est une première, hein, qui a été développé, financé par la DGA, développé en coopération avec l'ONERA, quelque chose qui fait à peu près cette taille-là, ça devra être dans une carte, voire dans un processeur d'ici quelques années. Et donc, c'est aujourd'hui que l'on doit financer ces travaux-là. Et pour le coup, d'ailleurs, la France est parmi les leaders du domaine, dans le domaine des capteurs quantiques. Donc, se projeter dans le temps long, créer les champions de demain également. Vous savez tous dans cette salle qu'il y a un problème en termes de financement de l'innovation et des entreprises innovantes intéressant la défense. Alors, je passerai sur les histoires de taxonomie dont le président d'ailleurs a parlé lors de son allocution à Eurosatori. Mais simplement, c'est un marché qui est compliqué, c'est un marché qui peut connaître des aléas. La temporalité du ministère des Armées n'est pas forcément celle des startups et des PME. Et donc, nous avons décidé de créer un nouveau fonds, un fonds d'investissement pour les sociétés qui cherchent à se développer, à lever une centaine de millions d'euros et à rester en France et à se diversifier vers la défense. Ce fonds, dont le nom très original est le Fonds Innovation Défense, nous permet de cibler des entreprises matures dont le marché primaire n'est pas la défense. On ne veut pas les arsenaliser. Par contre, on leur permet, en prenant entre 5 et 20 millions d'euros par tour de table, de pouvoir se développer, se diversifier vers la défense, attirer de nouveaux investisseurs et participer ainsi à leur développement. C'est un fonds qui est doté de 200 millions d'euros, que j'espère faire passer à 400 millions d'euros prochainement. Et nous avons déjà annoncé, il a été créé en août 2021, 2 premiers investissements dans le domaine du quantique. La société Pascal qui fabrique des ordinateurs quantiques à base d'atomes de rubidium, et puis la société Candela qui fait des composants photoniques et l'algorithmique associée pour cette informatique quantique. Et donc il y a évidemment d'autres sociétés qui vont être annoncées bientôt, mais c'est déjà un fonds qui est partenaire des fonds spécifiques des filières, et par exemple dans le domaine aéronautique, nous avons des cibles qui pourront être cofinancées par le ministère des Armées et par les fonds sectoriels. Et puis pour terminer, imaginer au-delà, c'est également se poser la question de se dire, c'est quoi le futur? C'est quoi la guerre? C'est quoi les conflits? C'est quoi la société en 2060? Et ça, on a beaucoup de mal à le faire. Alors je vous montre quelqu'un que les gens ne connaissent pas. Il s'appelle Chesley Bonestell, c'est un peintre. Ce peintre, il est né en 1888, et donc dans les années 30, il avait déjà fait des illustrations qui ont inspiré toute la conquête spatiale. Ça, c'est le satellite Titan vu de Saturne. Évidemment, il n'y avait pas encore de sonde sur Saturne. Et pourtant, c'était quelque chose qui n'est pas très loin de ce qu'on peut observer aujourd'hui. De la même manière, il avait imaginé les ports spatiaux, il avait imaginé les satellites, les stations en orbite. Il avait même imaginé ce que serait la surface de la Lune une fois qu'on pourrait s'y poser. Alors, ce n'était pas tout à fait ça. Vous voyez que ce n'est pas exactement la manière, le relief que les photos ont montré. Mais quand même, il avait réussi à se projeter complètement dans le futur. Or, aujourd'hui, ça, c'est une difficulté qu'on a, nous. Comment, nous, ministère des Armées, mais également industriels, militaires, comment est-ce qu'on peut se projeter dans le futur? Et est-ce qu'on y arrive encore? Eh bien, ce n'est pas si facile que ça.
Si vous allez dans la rue et vous demandez c'est quoi le futur, vous avez à peu près une chance sur une qu'on vous réponde l'intelligence artificielle et les voitures volantes. Sauf que ce n'est pas le futur. Les voitures volantes, remarquez que j'en ai pris une française, c'est déjà là. Et donc, on a du mal à se projeter dans le futur. Quand je vous dis on a du mal, nous-mêmes avons du mal. Je vous montre l'affiche du Forum Innovation Défense qui s'était tenu en novembre dernier à Paris. On a demandé à nos artistes de faire une vision futuriste du combat. Bah, finalement, on a des avions, des fantassins et des chars. Alors, ce n'est pas les mêmes, certes, mais ça montre bien qu'on est tellement saturé de sciences et de technologie qu'on n'est quasiment pas en capacité de se projeter au-delà. Et ça a été théorisé, et c'est ce monsieur qui s'appelle Werner Winch qui a parlé du mur de l'imaginaire. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à passer ce mur de l'imaginaire? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se projeter au-delà? La réponse est oui. Ce sont les auteurs, dessinateurs, scénaristes de science-fiction. Et on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas travailler avec eux? Pourquoi ne pas lancer un projet commun entre le ministère des Armées et l'art, et en particulier les auteurs de science-fiction. Et donc, nous avons constitué un projet qui s'appelle la Red Team. Et je me permets de vous en mettre un petit teaser. Il y aura une petite surprise après. Et il y a du son, hein, normalement. Je disais, il y a du son. Ah ben, on ne m'a pas dit qu'il ne pouvait pas. Bon, alors sans la musique, je peux toujours essayer de chanter, mais ça ne va vraiment pas être pareil. Donc voilà le principe, donc mettre en place une équipe d'une dizaine d'auteurs de science-fiction pour nous aider à préparer l'avenir, pour nous aider à imaginer les sociétés et les menaces qui en découlent en 2060. Et puis se dire en 2030, notre réseau capacitaire, comment est-ce qu'il est impacté? Et revenir aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de subir ce futur qu'on ne souhaite pas forcément vivre. Et ce travail, aujourd'hui, il rentre dans sa 3e saison. Donc, il a été lancé en décembre 2020. Bon, c'est pas très utile que je vous montre des images sans le son qui va avec. Mais vous voyez un petit peu le principe de l'approche. Alors, on a des auteurs qui sont des auteurs de talent, qui sont par exemple François Skeuten, qui est un dessinateur que beaucoup connaissent. On a fait plusieurs saisons, une série sur les nouveaux pirates. On va taper dans la science, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses complètement hors du sol, on ne va pas travailler sur le voyage dans le temps ou la téléportation. Les migrations climatiques, qu'est-ce que ça implique? Ça implique par exemple que les gens vont se réfugier sur les mers et créer une nation pirate flottante. C'est un des scénarios qui a été développé. On essaye de faire des scénarios et non pas des rapports, donc d'immerger les gens dans un univers qui leur permet de toucher du doigt ce futur que l'on ne souhaite pas. Et donc en face de la Red Team, il y a une Blue Team composée d'officiers, composée d'ingénieurs civils et militaires, composée de prospectivistes. Le but de la Red Team, c'est que la Blue Team ne dorme plus la nuit, et pour le coup, ils ont assez bien réussi. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer les nouveaux scénarios, puisque le son ne fonctionne pas, ça va être un petit peu dommage. Mais vous pouvez les trouver. Il y a un site qui s'appelle redteamdefense.org et qui montre ces nouveaux scénarios. Et puis il y a un livre. On s'est dit, tiens, on va communiquer avec le grand public, on va montrer notre approche. Et bien, contre toute attente, ce livre s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires, ce qui nous a permis aussi d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'innovation de défense et les objectifs que l'on poursuit au travers de ce type de projet. Bon, j'avais ça, mais ça ne marche pas, donc c'est pas grave. C'était ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que j'ai à peu près respecté le timing. Je suis évidemment à votre disposition après dans les allées de ce salon. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cet événement. Alors, pour avoir l'air intelligent, généralement, on finit par une citation. Alors, je pourrais citer Churchill qui disait « Il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». C'est quelque chose qui s'impose à nous. Mais vous savez, on est un petit peu impertinent à l'Agence de l'innovation de défense. Donc, on a développé des goodies. Alors, j'en ai plus de ceux-ci, mais on va les refaire. Ça vous donnerait une idée d'un peu de notre état d'esprit. Il y a marqué « À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte ». Voilà, je vous remercie. Comme ça a longuement été annoncé, le pôle SAFE est donc un pôle défense depuis sa création. Et nous sommes donc en convention avec l'Agence d'innovation de défense et en partenariat avec la DGA. Et donc, nous avons profité de la venue de M. Kiva pour signer notre convention en direct. Voilà, merci beaucoup.